Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, il me fait plaisir de vous accompagner pour une nouvelle émission avec un invité de taille. Sur Cyberlego, on s'est donné comme leitmotiv de vous amener des gens peut-être que vous entendez parler et que vous avez possiblement jamais vu. Et donc, parler d'un gros documentaire. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est nous parler de ce documentaire, lui, la joie et son époque. Qu'est-ce qui s'y est passé? Comment il a été inspiré par ce personnage. On a le plaisir de le recevoir ici et de l'écouter. Moi, j'aime écouter sa voix surtout, mais ce qu'il dit également très important. Bonjour, Monsieur Voltaire, comment allez-vous? Bonjour, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, le plaisir est vraiment partagé. Alors, comment vous avez trouvé d'abord le festival, le 42e Festival Vue d'Afrique? Bon, déjà, je suis un peu partisan, puisque Vue d'Afrique est né dans mes bureaux. Seigneur! Tout à fait. Il y a déjà plus de 43 ans. Mais oui. On a toujours été présent à Vue d'Afrique. D'ailleurs, mon organisme, qui est le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, soutient le festival avec un prix qui est le prix des droits de la personne. D'ailleurs, on a même organisé en Haïti, avec des cinéastes, entre autres sénégalais, des activités sur le cinéma africain en Haïti. C'est un très vieux partenaire. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est le réalisateur, historien et directeur du Sidika, comme il vient de le dire. La première question pour moi par rapport à ce documentaire, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser ce documentaire et surtout avoir choisi ce personnage? Bon, d'abord, j'avais, il y a quelques années, réalisé un documentaire sur François Duvalier, qui a été le personnage, je dirais avec son fils, dominant la vie politique haïtienne durant 30 ans. C'est un dictateur un peu sanguinaire qui a été celui qui a poussé les Haïtiens à partir. D'ailleurs, les premiers départs, s'ils ont été en Amérique du Nord, mais les premiers grands départs de l'intelligentsia haïtienne ont été vers l'Afrique. D'abord au Congo et au Sénégal, où le président Senghor avait reçu plusieurs de ces personnages. Certains sont même décédés au Sénégal, comme Gérard Chenet, d'autres comme Roger d'Orsainville ne sont rentrés en Haïti que pour y mourir. C'est comme Jean Brière. Donc il y a eu, à un moment donné, ce départ vers l'Afrique, non seulement vers le Sénégal, ou éparpillés dans d'autres pays africains, mais surtout il y a eu ces 6 000 Haïtiens qui sont partis au Congo quand les Belges sont partis en catastrophe, laissant le Congo sans calme. Donc ce sont les Haïtiens qui y sont arrivés. Alors, face à ce personnage Duvalier, j'ai voulu reprendre un personnage qui était un personnage, je dirais, qui était opposé à Duvalier, qui aurait pu changer le cours de ce pays. Donc avoir un angle différent. Tout à fait. D'ailleurs, on ne peut pas peut-être refaire l'histoire, mais j'ai voulu à travers ce personnage oublier aujourd'hui, parler aux jeunes générations pour dire voilà, peut-être un personnage qui aurait pu changer le cours du destin de ce pays, qui a été un destin quelque part catastrophique. Et c'est en ce sens que je me suis intéressé au personnage des Rois. Comme aussi je m'étais intéressé auparavant à un personnage très singulier, qui était un personnage qui avait ouvert Haïti au jazz et à la musique cubaine. La musique, ok. Ouais. Donc, ou encore un personnage comme Mano Charlemagne, qui était une icône de la musique populaire haïtienne. Moi, je m'intéresse surtout à des personnages un peu insolites. Là, j'ai découvert un personnage qui était un prêtre sénégalais qui est venu en Haïti en 1852 et qui a été curé de la capitale. C'est l'abbé Moussa. Il était né à Saint-Louis, donc c'était un des premiers prêtres noirs. Et qui est un des homonymes d'un des bons secteurs du Sénégal, Cœur Moussa. Voilà, lui il est mort en Haïti. Alors, effectivement, de temps en temps, on trouve de ces personnages singuliers qui marquent le destin d'un autre pays et qui s'épanouissent dans un autre contexte. Alors, des fois, pour moi, il est mort en exil, en 1969 à New York. Il aurait pu changer le destin de ce pays. Donc c'est ce qui m'a intéressé à travers ce personnage. Évidemment, contrairement
à Duvalier, qui a été chef d'État, où il y avait énormément d'archives, que ce soit de la télévision nationale, que ce soit des archives. Il y avait très peu d'archives. Il a fallu aller chercher l'information. L'information, en tant qu'historien, je l'avais, parce que j'avais même pu, parce que c'est un documentaire qui a pris quand même quelques années, mais on avait très peu d'images du personnage. D'accord. Mais j'ai trouvé quand même quelques images et on a trouvé surtout énormément de photos. Donc ça m'a intéressé. Ça fait un bon support communicationnel, effectivement. C'est un drôle de personnage parce qu'il était à la fois, je dirais, il a été sénateur de la République, il était à la fois un industriel, un homme politique et en même temps un savant. C'est toujours un plaisir d'écouter un historien. Et nous allons nous focaliser sur l'homme derrière ce visage public, qui est lui Desjoie. Alors, moi, j'aimerais savoir, à travers les recherches et les archives et les photos que vous avez pu trouver, quel aspect de ce personnage vous a le plus marqué? Je dirais, humainement également. Voilà, je dirais, parce que je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu. Enfin, je l'ai entrevu. Disons que j'avais, en 57, je devais avoir 8 ans. Durant je vous aurais donné 30 aujourd'hui. Ah, voilà, un peu plus vieux là. Et donc, ce qui était étonnant, ce que Roger d'Orsainville, qui a vécu longtemps au Sénégal, parlait de quelqu'un, d'un homme en 3 morceaux. En 3 morceaux parce qu'il était d'un côté un savant. C'est très rare que des hommes politiques soient des savants. Il était en même temps un homme qui est venu à la politique parce que je crois qu'il ne pouvait pas réaliser toutes ses idées. Et il était en même temps un industriel. Il était devenu, après être rentré en Haïti dans les années 20, venant de Belgique, il était rentré pratiquement ruiné. Sa famille était ruinée. Et il a refait fortune parce qu'il a développé, parce qu'il avait une conception qui pouvait se réduire en quelque chose qui est actuel. Hein. La politique de la terre, la seule, la vraie. Il disait qu'il fallait redonner au pays non seulement une autonomie alimentaire avec la production nationale, mais aussi développer des produits qui étaient très valorisés sur le marché mondial. Et je pense ce qu'on appelait à l'époque les huiles essentielles. Il a fait d'Haïti le premier pays qui n'exportait rien du tout sur ce plan-là, un pays qui commençait à exporter de l'huile de vétiver. Et donc c'était très valorisé parce que dans la parfumerie, donc il a développé aussi l'huile de citron. Donc c'est quelqu'un qui avait cet aspect d'être un homme, je dirais, entrepreneur et visionnaire et politique, en pensant que peut-être c'était, si Haïti ratait ce destin, il y avait le grand risque de devenir une sorte de société, je dirais, qui rentre dans une spirale de décadence dont il serait très difficile de s'en sortir. Et on comprend très bien qu'à l'époque, les Américains s'en sont méfiés parce qu'il avait trop de qualités ou il avait trop de contacts internationaux. On voyait en lui un concurrent. Voilà, et donc on ne pouvait pas le manipuler. Et donc ils ont choisi Duvalier. Et bon, il avait pour lui aussi d'autres problèmes. Il était métis, donc il avait... ses adversaires politiques ont joué de cela pour le stigmatiser. Mais bon, au-delà de tout, c'est un homme qui a voulu s'appuyer sur la paysannerie. Et d'ailleurs, même dans ses chansons de campagne électorale à l'époque, c'était je voterai pour lui parce que je suis aussi un paysan, je suis un agriculteur. Donc, c'était un peu, je dirais, son leitmotiv politique. Il allait cibler les gens selon leur domaine d'activité et leur expertise. En fait, pour lui, Haïti, en 1957, lors de la campagne électorale, était un pays à 80% paysan. Donc lui, il a mis toute sa campagne sur cela. Mais cela lui a coûté le pouvoir parce que, vous savez, par exemple, à l'armée, quand les militaires lui disaient qu'est-ce qu'il allait faire avec l'armée, il a dit l'armée devrait obéir. Donc, il a dit ce qu'il pensait. Alors que c'est l'armée qui installait les présidents. Donc, si vous voulez,
il n'avait pas cette finesse politique tenant compte du contexte de l'époque. Hein. Et comme on le voit aujourd'hui, beaucoup de pays africains où c'est l'armée qui devient l'arbitre politique. Tout à fait. Alors, en parlant du parcours de ce personnage, mais également de l'impact qu'il a eu sur une population, nous allons tout simplement voir aujourd'hui le message, je dirais, que vous voulez transmettre à travers tout ce que vous avez eu à apprendre de M. Léjoie. D'abord, il n'y a plus de témoins. C'est un homme qui est né au 19e siècle. Donc, moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de faire simplement une biographie du personnage, mais de montrer comment certaines de ses propositions politiques, de son idéologie, étaient encore pertinentes. D'autant plus que c'est un pays qui est devenu extrêmement dépendant pour son alimentation des importations. Et effectivement, on a voulu voir comment une génération nouvelle interprétait les idées de ce personnage. Donc pour moi, le message important, et qui est aujourd'hui un message qui n'est pas seulement haïtien, c'est la question de la production nationale. Tout à fait. Avec la crise actuelle, on se rend compte qu'il est extrêmement important de privilégier pour tous les pays du Sud, ou du Sud global, et même des pays du Nord, cette forme de l'autonomie alimentaire, parce que c'est ce qui garantit, je dirais, un contrôle sur la production agricole, sur la santé alimentaire des pays. Alors, je dirais tout simplement, c'est un honneur pour nous de pouvoir regarder ce documentaire qui a été réalisé sur ce personnage, de par ses valeurs surtout, de par ses croyances, mais également de par ce qu'il a su inculquer à la population haïtienne. Je dirais tout simplement que c'est un honneur pour nous de pouvoir recevoir Monsieur Voltaire ici, d'avoir la chance de regarder ce documentaire. Qui plus est, vous qui êtes en train de nous suivre, le festival n'est pas encore sorti. Donc, vous avez la chance de pouvoir venir le voir et découvrir ce personnage en arrière. Ma dernière question pour Monsieur Voltaire, c'est tout simplement de savoir le sentiment que vous avez aujourd'hui après avoir réalisé ce documentaire. Bon, d'abord, c'est toujours important quand on finit un documentaire. Parce qu'on sait quand on commence le documentaire, on ne sait jamais quand on le finit. Ça a commencé il y a quelques années, après on s'est retrouvé de plus en plus avec des archives qui nous ont permis de terminer ce documentaire. Mais au départ, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait le terminer. Et surtout de le présenter en première à Vue d'Afrique. Parce que Vue d'Afrique, j'y suis profondément attaché. Comme je l'ai dit, j'ai vu Vue d'Afrique naître. Géraldine était toute petite. Gérard est resté un partenaire de toujours. On a fait plusieurs festivals ensemble. Et pour moi, Vue d'Afrique a emmené le public québécois à découvrir l'Afrique autrement. Tout à fait. Et non plus, je dirais, à rester dans une sorte de vision folklorique. Et c'est ce qu'on avait pensé quand, pour la première fois, on a emmené des cinéastes africains en Haïti. Ils étaient tous bénévoles pour venir en Haïti, mais surtout, je pense que ça nous a permis de donner une autre image de l'Afrique, de rompre avec à la fois l'image caricaturale d'Haïti, de l'Afrique qu'ils avaient, ou encore avec cette sorte d'Afrique éternelle, comme quoi il y avait une naissance de l'Africain, c'était l'Afrique des rois, et non une Afrique réelle traversée par des conflits, traversée par des problèmes que pose la modernité et les changements. Tout à fait. Alors, merci Monsieur Voltaire. Merci à vous. Ça a été pour nous un honneur de vous avoir ici, surtout qu'il fait partie des membres fondateurs, si je peux me permettre, de Vue d'Afrique. Ce grand festival qui nous permet de découvrir l'Afrique, de découvrir le cinéma, qu'il soit haïtien, qu'il soit africain, mais de le découvrir dans son essence même. Merci beaucoup à vous de nous suivre, de nous accompagner. D'autres invités arrivent pour d'autres reportages, d'autres films, que ce soit court-métrage, long-métrage.
il me fera encore plaisir de vous accompagner. J'espère que vous apprenez beaucoup et que si ce n'est pas encore le 11, quand vous nous verrez, prenez le temps de faire un tour. Vous allez découvrir des merveilles.